On redonne la parole à Alain Douk au pas de course pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous allons dénoncer cette espèce de recul que vit le Cameroun. Au point où on est dans une posture d'assister alimentaire, c'est très grave. On se pose donc la question de savoir, mais que fait notre ministère de l'Agriculture, la gouvernance sectorielle pour permettre aux Camerounais d'avoir de l'alimentation à profusion. On importe presque tout. L'huile de palme, le maïs, le poulet Provence. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le Cameroun qui doit se trouver dans une telle posture? C'est ça la dénonciation de ce matin. François Mboké, à l'époque, on ne faisait pas venir l'huile de palme. Nous sommes toujours obligés de revenir à l'époque. Hein? Oui. Même si quelqu'un nous avait posé la question, il y avait quoi avant? L'huile d'arachide. L'huile d'arachide, même les cure-dents. Oui. Macabori, je pense qu'à une certaine époque, on n'avait pas besoin même de travailler. Ceux qui avaient du temps passaient seulement dans les poubelles et trouvaient de quoi manger. Quel est le rôle du ministère de l'Agriculture lorsque nous faisons un tel constat? Le rôle du ministère de l'Agriculture est au niveau de la programmation. Il devrait effectivement programmer que le Cameroun a une population peut-être de 30 millions, il faut la nourrir. Alors on la nourrit avec quoi? On crée donc ces sectoriels. Il nous faut du riz, il faut du macabo, il faut des ignames, il faut. Quand il a fini, il regarde de l'autre côté du ministère qui s'occupe des pêches et autres. Alors, il nous faut combien de têtes de bœuf, il nous faut combien de poissons, de tonnes. Donc, tous ces calculs devraient être faits à la base. Lorsqu'on les a donc, on dit, OK, objectif, 300 000 tonnes de ceci et de cela. Où est-ce qu'on peut les produire? On va aller en Gaoundéré, on va aller à Boudmakak, on va aller à Kiki, ainsi de suite. Alors, on produit partout où cela est possible. Cela allait non seulement nourrir les Camerounais, mais créer une main-d'œuvre suffisante et résorber le chômage. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? On se rend compte qu'on a créé effectivement un certain nombre de secteurs. Mais allez voir, lorsqu'on a même des appuis là-dedans, qui gagne ces appuis? C'est quelqu'un qui est dans un bureau qui n'a pas de champ. On ne dit pas qu'on peut être dans un bureau et ne pas avoir un champ. Mais qui est dans un bureau et qui n'a pas de champ, et qui signe là qu'il a des hectares de ceci, de cela, des étangs de ceci, des têtes de bœuf de corps. Et puis qui prend tout cet argent et qui fait un rapport qu'il a nourri, il a produit. C'est effroyable, hein, ce que vous dites. Il vous souvient que il y a peut-être 3 ans, lorsque nous avons eu des problèmes avec le riz, notre gouvernement a sorti 10 milliards qu'on a donné à l'IRAD. Tout à fait. Pour essayer de faire une expérimentation au niveau de la semence. Quand j'ai posé la question à certains, on m'a dit personne ne peut te répondre à cette question. Vous voyez donc, quand on parle de la gouvernance, ce n'est pas une vue d'esprit, mais c'est un problème sérieux. Le chef d'État a demandé qu'on débourse 10 milliards pour soutenir un secteur. Personne ne revient dire à la population que voilà ce qu'on a fait, voilà l'expérimentation qu'on a faite, voilà ce qu'on a pu produire, voilà. C'est resté tabou. Il y avait même une guerre parce mais que quand j'ai essayé de fouiller... Pour le cas de l'IRAD, on a eu quelques reportages tout récemment, reportages d'ailleurs qui ont été montrés sur Info TV, où le DG de l'IRAD a fait quand même des bons considérables. On parlait par exemple du coton, j'oublie encore l'autre... Avec ces fonds, non, l'IRAD fonctionne avant. Mais maintenant, quand les 10 milliards viennent, c'est un appui pour... Au niveau des 10 milliards, il faut encore savoir si le DG de l'IRAD a déjà reçu tous les 10 milliards. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une guerre entre son patron, qui est le ministre de la Richesse scientifique, qui pensait pouvoir être la personne qui devait gérer de l'argent, et que l'IRAD ne pouvait pas faire le... Donc, voilà des combats que nous avons au pays, où... on se dit... Comment le président de la République décide d'allouer 10 milliards à l'IRAD et maintenant un combat naît? Parce que 10 milliards, on estime que le directeur général de l'IRAD ne peut pas gérer 10 milliards alors il est trop petit pour gérer autant d'argent. Tant qu'il y a la ministre qui est suffisante et qui a tous les moyens de... Est-ce qu'on avait dit de donner à madame la ministre? Non, du tout. C'était on avait dit de à donner la recherche...
c'est destiné à la recherche pour essayer de résorber, donc trouver déjà la semence. Parce qu'aujourd'hui même, on dit aux gens, allez au village faire des champs. Je me demande si des gens pensent que le champ est la moindre des choses qu'on puisse demander à quelqu'un d'aller faire quand il n'a pas d'emploi. Non, parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'IRAD, vous allez partout, vous voulez faire même un champ, on vous dit qu'il n'y a pas la semence. Dans un pays comme le nôtre, qui a besoin d'efforts physiques pour aller faire de l'agriculture, qui a besoin de la semence, qui a besoin de ceci, mais aller partout. C'est presque... quand vous arrivez, on va vous dire que c'est tel colonel, ce qu'il y a là, c'est tel colonel qui a pris, c'est tel ministre qui a pris, c'est tel... Alors, si vous n'avez pas de nom, on ne pourra pas produire pour vous. Alors que l'État met des moyens pour pouvoir produire de la semence, tout ce qu'il faut pour que l'agriculture et les autres secteurs puissent être suffisamment encadrés. Merci François Mboké pour ces éclairages. Je souligne que vous êtes spécialisé dans le domaine économique pour ce qui est du journalisme. Alors, Roger Kek de Kiki, on doit quand même rappeler qu'en termes de projet, le ministère de l'Agriculture est sans doute l'un des meilleurs au niveau des projets, au niveau des partenariats à l'étranger. Le président l'a République de manière régulière à allouer des budgets à ces départements ministériels pour que nous puissions à un moment donné vivre plus ou moins décemment dans ce secteur. Mais qu'est-ce qui coince? Vous savez que pour que le ministère de l'Agriculture puisse implémenter ce que vous venez de citer là, il faut qu'il y ait une planification économique venant du ministère de l'économie. Parce que le président de la République, effectivement, est allé en Chine lui-même, contracter d'énormes prêts en milliards. Il est allé en Inde, contracter auprès de Exim Bank India des quantités de milliards pour la mécanisation de l'agriculture. Il parlait de l'agriculture de 3e génération. On a même obtenu que l'Inde vienne implanter une usine de tracteurs au Cameroun, des moissonneuses, batteuses de riz, etc. Mais ceux qui planifient cela ont, par exemple, choisi d'installer une usine de tracteurs à Ebolova. Et le problème qui s'est posé pour l'agriculture, c'était lequel? Comment prendre une moissonneuse batteuse de riz d'Ebolova pour la transporter jusque dans le Logon, où il y a des plantations de riz. Ça revenait à 3 fois le coût d'un tracteur, parce que quand vous prenez une moissonneuse batteuse et vous faites un hélicoptère, pour la tracter, il vous faut un porte-char. Alors, les gens là, ils ne savaient pas que ça devait donner ces complications. Mais il vous parle de gouvernance, nos choix économiques. Les Indiens, quand j'ai posé la question, m'ont dit, quand le Cameroun demande une usine, nous vous donnons l'usine. C'est vous qui choisissez le site. Si vous voulez la mettre au-dessus du Mont Cameroun, ça c'est votre problème. C'est un problème donc de planification économique. Ceux-là qui l'ont mis dans le sud pensaient qu'ils faisaient plaisir au sud en allant mettre des tracteurs dans un lieu qui n'est pas un bassin agricole. Vous voyez un peu, les choix de développement sont mauvais. Autrefois, nous avions ce qu'on a appelé l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire vous donne la sécurité alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire avait fait en sorte que le Cameroun devienne le grenier d'Afrique centrale. D'abord, nous mangions pour nous-mêmes, et les Gabonais, les Équato-Guinéens, les Centrafricains et les autres venaient acheter ici pour manger. Toutes ces politiques ont été désagrégées. J'ai appris hier que l'Institut national de la statistique a jeté un pavé dans la mare en nous rappelant qu'en 2024, le Cameroun a importé du blé et du riz pour 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA en 2006 étaient 2 fois le budget du ministère de la Santé. 2 fois le budget du ministère de la Santé. Au même moment où le président de la République, dans les politiques gouvernementales, nous parle d'import de substitution. Il y a un problème quelque part. Vous le rappeliez tout à l'heure que sur votre plateau ici, je vous ai vu présenter l'IRAD dans un champ. Oui, là, je vais rectifier. Je parlais de coton. Non, c'était pas le coton, c'était le blé. C'était le blé. Où l'IRAD était en train de faire des merveilles dans ce secteur. Je vous ai vu. Oui. Et vous avez passé ici le directeur général de l'IRAD. Tout à fait. Et l'enjeu du blé camerounais, il est lequel? Parce que le blé camerounais va nous permettre de ne plus dépendre du blé qui vient d'Ukraine et qui est transporté au Cameroun par des multinationales françaises.
qui nous vendait la farine coq. C'était coq rouge ou coq bleu, Coq rouge. etc. Donc, On va chuter. moi, en toute humilité, je soupçonne des membres de l'establishment et certains hauts responsables d'être eux-mêmes des importateurs de riz et de blé qui foulent dans aux pieds la logique d'import-substitution. Au Burkina Faso, on n'importe plus rien. Les oignons, le gombo, le riz, le maïs. Un pays qui veut être émergent produit d'abord ce qu'il doit consommer. Le président de la République a demandé à maintes reprises pourquoi importons-nous ce que nous devons consommer. Vous savez que 500 On va milliards chuter. d'économiser, ça fait au moins Ça peut- 500 000 salaires de SMIC. Et puis surtout, ça peut tuer des moustiques. Ça peut tuer des moustiques. Donc, ne nous questionnez pas. Questionnez la qualité de la Merci. gouvernance. Questionnez les orientations en termes de planification de développement de ceux qui nous dirigent. Fadimatou Bongonan, ça devient un peu compliqué hein, pour défendre certains qui nous gouvernent au moment où Roger nous dit qu'il faut questionner la gouvernance. Il faut questionner à un moment donné les choix stratégiques de certains qui nous dirigent. Vous avez le cas du Burkina Faso, un pays qui n'a presque pour seule richesse le soleil et le sable, mais qui fait des progrès énormes. Aller du côté du Sénégal, aller du côté de la Côte d'Ivoire. Le président l'a repris il y a une quinzaine d'années, se posait à la question de savoir, nous avons presque tout, mais qu'est-ce qui nous manque? Je ne sais pas si notre rôle c'est de défendre par tous les moyens. Si c'était le cas, je crois que des gens qui auraient été en indélicatesse avec la fortune publique ne seraient pas dans la 11e province. Et cette lutte avait été enclenchée par celui-là qui préside au devenir de notre pays. C'est pour dire quoi? Quand il y a des dénonciations qui doivent être faites, elles doivent être faites. Et en toute objectivité, il y a des choses qu'il faut reconnaître. Tout à l'heure, je crois savoir, vous ne vantez pas l'IRAD parce que vous auriez peut-être quelques affinités avec le DG. Non, c'est pour le travail qui est fait. Maintenant, en ce moment, lorsque cela est dit, il a travaillé à expérimenter les semences du blé. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a déjà des champs de blé? Est-ce que les Camerounais peuvent déjà s'attendre à voir le prix du blé baisser sur le marché pour permettre que le prix du pain aussi et d'autres aliments qui entrent donc le blé entre dans la fabrication baisse aussi? Ce que je voudrais reconnaître, c'est qu'il y a un moment, un problème de gestion des fonds alloués pour l'implémentation, bien pour la mise en œuvre des politiques publiques en matière agricole. Je prends un exemple simple. Il y a des appuis, par exemple, qu'on adresse, qui sont souvent affectés pour appuyer les agriculteurs ou bien les jeunes, ceux qui... Mais vous vous rendez parfois compte que des gens bénéficient de ces appuis et prennent l'argent et l'orientent vers autre chose. Il y en a qui bénéficient, j'ai assisté à la distribution des intrants agricoles, de la semence, des portefeuilles, des porte-tout. Mais dites-vous que là, sur place, quelqu'un vous demande que s'il y a quelqu'un qui a l'argent, il prend. Ça veut dire qu'il y a un problème de l'appropriation de la politique en la matière. Nous nous souvenons, il y avait également il y a une structure de programme national de vulgarisation agricole en zone rurale. C'était des moniteurs qui accompagnaient les agriculteurs dans les techniques agricoles, dans la façon de... À l'époque, on les appelait des encadreurs. Moi, je les avais aussi connus. Bon, moi, je ne sais pas, je voyais PNVRA, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui... Programme national de vulgarisation agricole. Oui, je crois que ces gens-là... Mais au début, ils faisaient leur travail. Mais à un moment donné, nous avions l'impression qu'ils, non seulement eux-mêmes se transformaient en acteurs agricoles dans les localités où ils étaient affectés, en prenant avec eux toutes les semences, ou bien ils devenaient maintenant, ils se faisaient payer par l'agriculteur
qui avaient besoin de Et à ce services. niveau, que Et ça devient un que problème- faisait l'ordre gouvernant? Ça devient un problème à partir du moment où la preuve il n'existe plus. Ça devient C'était la solution? J'ai dit la preuve il n'existe plus. C'était la solution. Permettez, monsieur Parfait, lorsque le problème est posé, nous n'allons pas vouloir adresser les problèmes d'un État comme le Cameroun qui a 66 ans d'âge, comme au même titre que les États qui ont connu la révolution industrielle. Nous devons être sérieux lorsque nous adressons nos problématiques. Il est constant qu'il y a des problèmes. Il est constant que l'autosuffisance alimentaire, telle que certains l'ont connue, nous ne l'avons pas. Moi, j'ai grandi, par exemple, dans une ville comme Fumbout, où la tomate, c'était la chose la mieux partagée. Au marché, vous pouviez aller, vous ramasser les tomates. Avec l'ouverture des frontières, si vous vous arrêtez à Fumbout, un soir, vous voyez les camions qui sortent pour la Centrafrique, pour la Guinée équatoriale, pour tous les zones de la sous-région Afrique centrale. Monsieur Parfait, ici, vous pouvez acheter un cachot de tomates à Fumbout, bassin de production de tomates, à 15 000 francs. Donc, il est plus facile pour les autres. Moi, j'achète la tomate relativement moins chère. Ce sont des problèmes qui doivent être adressés, non seulement par le ministère de l'Agriculture, mais par tous les acteurs qui ont pour rôle d'accompagner les pouvoirs publics dans la politique de développement agricole, parce qu'à un moment donné, l'impôt substitution ne peut être valable et visible que qu'à partir du moment où on parvient à produire ce qui peut être localement consommé. Je prends l'exemple du riz. Quand vous parlez du riz, je me suis amusé à acheter le riz de Ndop. C'est plus cher que le riz qui vient de l'autre côté. Si maintenant, vous comprenez que Fadima, quand on veut produire localement, Fadima, quand on produit localement, ça devient plutôt plus cher. Fadima, je Vous peux comprenez encore donc? vous relancer? Allez-y, relancez-moi. Sauf si vous voulez me poser des questions, vous me dire pourquoi le Cameroun n'est pas comme la France ou l'Angleterre. Allez-y, je vous suis. Vous ne lisez pas sur une boule de cristal. Vous ne savez pas quelle est la question que veut poser. Ma question est la suivante. Oui. Parce que vous êtes en train de poser là des constats. Vous C'est des avez constats. observé. Oui. Avant, ça s'est passé comme ça. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Lorsque vous étiez à Fumbout, ou bien à Quand Fumbout, je grandissais, maintenant, ce n'est plus le vous cas. pouvez acheter un cajot là-bas à 15 000. À 1000 francs. ailleurs, Avant, c'était 1000 francs, mais aujourd'hui, ça coûte nettement plus cher. Et c'est moins cher à Yaoundé. Oui, Fadima, curieusement. Oui. Là, vous posez donc des constats. Oui. Maintenant, que fait donc l'ordre gouvernant Si vous m'aviez pour laissé chuter, résoudre ces problèmes? si vous m'aviez laissé chuter, vous aurez compris. Chutons que dans ce nous volet-là. étions en train de dire qu'il est important que les acteurs, je l'ai dit, je crois avoir embrayé dessus, que ceux-là à qui on a confié le levier développement agricole s'approprient les politiques du chef de l'État. Autrement, Monsieur Bokeh a parlé de l'argent qui est orienté ailleurs ou bien les autres. Mais si c'est un problème de gouvernance, il faut bien que Merci. l'État Elle vient service... de dire, Non, on n'a plus beaucoup de temps. dire que On n'a plus le beaucoup de riz temps. produit Monsieur en Benham. Europe coûte malheureusement plus cher. Plus cher. Vous savez le pourquoi? Impôt substitution suppose que vous éleviez les taxes chez les importateurs et vous transférez l'argent en termes de subvention chez le producteur. Monsieur Tové Benham, ne nous éloignons pas de notre dénonciation. Oui, Le oui. conseil a été fait. Oui. Même l'huile de palme, nous importons. Justement. Et que fait l'ordre gouvernant? Voilà la question. Oui, le problème qui se pose, c'est que il y a un problème de subvention. Comme tout le monde a semblé le dire ici, il faut subventionner l'agriculture. Parce qu'on L'agriculture est subventionnée Oui. à hauteur de milliards. Bon, il faut donc... Attendez, j'en viens. Il faut subventionner l'agriculture à deux niveaux. Il faut, au niveau macro, les grandes entreprises, il faut subventionner. Mais alors maintenant, il faut soutenir les petits producteurs qui sont parfois délaissés. Ils sont délaissés pourquoi? Ils sont délaissés parce qu'ils produisent, parfois ne trouvent pas les moyens même d'écouler leurs produits sur le marché. Vous allez voir qu'il y a pénurie d'aliments, mais ça pourrit à l'arrière-pays. Donc il y a cette situation. Il faut, et aussi parfois lorsqu'on subventionne, souvent des gens qui sont même déjà les jeunes, qui sont déjà dans la production, on ne pense pas à eux. Ils ne sont pas au courant même qu'on subventionne. On donne de l'argent à ceux qui n'ont aucune intention de faire l'agriculture. Alors, lorsque on donne cet argent, est-ce qu'ils ignorent que ceux-ci n'ont pas l'intention de faire l'agriculture? C'est là qu'on pose un problème de gouvernance. Cela signifie donc que c'est une mafia. Bien sûr. Alain Douka, vous avez la parole. Non, d'abord Alain Douka. Hein. Parfait, je pense que de tout ce qui ressort, il y a un problème de vision. Et quand vous n'avez pas la bonne vision, ce n'est pas la bonne implémentation de la vision qu'il y aura. Et je tiens à dire que c'est le prétexte
sectorielle pour adresser finalement un problème de planification et de gouvernance économique de l'ensemble des secteurs d'activité. L'agriculture, c'est le prétexte. Et je tiens à dire que le ministre Mbaïro a comme ça 2 portefeuilles. Hein. C'est-à-dire, on voit déjà le portefeuille initial, ça ne donne pas. Et il a un autre, il y a un cumul. Bon, autant de choses qu'on peut questionner, parfait. Toujours est-il qu'on a vu qu'il avait des très bons résultats du côté de l'agriculture. On a estimé qu'il pouvait aussi arranger du côté du tourisme. Soit tu fais un oxymore, soit c'est de l'ironie. Bon résultat il n'y a pas de résultat. Comment on lui donne alors 2 ministères? L'incongruité, c'est de croire qu'on pourra faire le plus complexe quand le plus basique, on n'arrive pas. Vous allez porter une nation sur des cimes du développement. Vous dites qu'elle sera émergente à je ne sais quel horizon, tel que leur slogan le prône. Or, déjà, sur l'essentiel, nourrir les gens pour qu'ils soient en bonne santé, vous n'arrivez pas. Nous avons une banque alimentaire, on pourrait dire, une réserve au niveau du Grand Septentrion. En réalité, quand on a une vision, j'ai toujours dit que ce qui se passe là-bas pour gérer des aléas d'ordre climatique et approvisionner le Grand Septentrion en période de crise ou de manque, on devrait avoir déjà pensé à étendre l'ensemble de cette logique sur le pays. Mais vous voyez que depuis, ça ne concerne que le Septentrion, c'est resté au niveau du Septentrion, et au niveau du Septentrion, déjà même, ça ne marche pas. Parce que justement, lorsqu'on parle de crise alimentaire, c'est le Septentrion, la plupart du temps, qui est le plus touché. Voilà des grands paradoxes. Alors, si on dit qu'on veut être un grand pays demain, je l'ai dit, je l'ai dit une fois, ce serait vraiment incongru qu'on n'ait pas des slogans du genre pour un Cameroun, où on n'a pas faim. Parce que pour le moment, vous avez encore faim. Mais les gens te parlent d'envoyer, je ne sais pas moi quoi, dans l'espace. C'est tellement chimérique que tu te dis, mais l'essentiel est encore là, le concret, vous n'y arrivez pas. Vous parlez déjà d'espace, des choses totalement hallucinatoires. La 5e génération. Voilà. Donc, il faut déjà commencer par là. Et vraiment, il faut tordre le cou à l'importation. Il faut tordre le cou à l'importation. Comment vous allez substituer votre production aux importations s'il n'y a pas une volonté assumée, délibérée, contrôlée de tordre le cou aux importations? C'est ceux qui vous vendent une certaine vision qui sont eux-mêmes ceux qui encouragent cette importation. Ils sont tellement grands, tellement forts que rien n'y fait. On continue d'importer avec tout le mal possible que ça fait à la balance de paiement. C'est pas eux qui payent. Justement. Donc, finalement, c'est un harakiri qu'on est en train de faire, qui est délibéré, puisque autant les primons, eux, ils siphonnent en milliards ces fluctuations de prix, ils ne les ressentent pas. C'est ceux qui n'ont rien qui vont les ressentir. Ils n'en ont cure. Mais c'est les masses, c'est le petit peuple qui ressent cela quand ça ne va pas. Comment on peut se retrouver un grand pays tel que le nôtre, avec autant de terres arabes, on nous assiste avec du riz. Du riz. Les Chinois produisent du riz en anglais beaucoup, qui est d'une excellente qualité. Parce que c'est un pays béni. C'est pour manger. À la base, c'est un pays béni, mais eux, ils exportent notre riz, ça va sur le marché international, et ça se vend à des prix, des prix de luxe. On vous vend des brisures de riz qui là-bas servent à nourrir le bétail et du poisson. Voilà donc les paradoxes. Sur le plan halieutique, puisqu'on a dit c'est agriculture, développement rural. Est-ce que notre ruralité est développée là? Pas du tout. Lisons d'abord les messages. Hein. Nous sommes déjà là au pas de course. Il y a ces téléspectateurs à travers le monde qui pensent que leur opinion compte. Bonjour, le dieu de la modération. Et à ton panel, je vous signale que la semaine dernière, un média concurrent a fait un grand reportage dans un village dans la Menoie où des agriculteurs menacent de brûler les champs de blé qu'on leur a fait expérimenter et dont l'Ominagri refuse actuellement d'acheter comme convenu avant le projet. Allez-y comprendre quelque chose. C'est Maurice Aïdéa qui envoie ce message. Très grave, ça. Je pense que c'est suffisamment grave. Hein. Un autre message, bonjour sur le plateau. Le PNVRA est l'un des programmes qui a l'encadrement des producteurs et de la recherche agricole. Si on ne voit plus les agents de vulgarisation AVZ, c'est parce que les bailleurs de fonds se sont retirés avec la fin du programme et le gouvernement n'a pas pu capitaliser les
les acquis et poursuivre les activités. Rien à voir donc avec un quelconque dysfonctionnement. Par ailleurs, chaque AVZ devait réaliser les unités de démonstration avec les semences distribuées aux producteurs pour se rassurer de la qualité et que les rendements attendus peuvent être obtenus. Aujourd'hui, les producteurs sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà, chacun se débrouille. Cette émission m'inquiète parfois. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce que quand nous parlons ici, nous ne savons pas que il y a des experts qui nous écoutent. Et il y a des gens qui sont sur le terrain. Parce que quand quelqu'un envoie un message, tu comprends que ce n'est pas un message du bar. Il parle de ce qu'il maîtrise. Merci pour ces contributions. Lisons un autre message. Bonjour, Perfecto et à ton panel. Le problème au Cameroun, c'est le suivi des projets. Le président cherche le financement. Lorsqu'il arrive, les plus forts placent leurs avatars et le GICAM n'aide pas vu qu'ils font du Bayam Salam. On a tout ici pour produire, on a juste besoin de suivi. Un autre message ce jour. Alors, il y a une grande sœur que nous recevons souvent sur ce plateau, c'est Marie-Jeanne Abega, qui est une femme politique. Voici ce qu'elle dit. Tout ça, c'est du folklore. Les subventions sont attribuées aux faciès et en grande pompe devant les caméras. Après, plus rien. Et si le principe de la redevabilité était implémenté, gestionnaires et bénéficiaires auraient des comptes à rendre au peuple camerounais dont les impôts sont distraits de la sorte. Un pays où l'on importe même les cure-dents. Même les cure-dents, on importe au Cameroun. Et lorsque le paludisme revient encore en renfort, ça devient compliqué. À tout de suite pour la suite.